Lorsque mes grands-parents m'ont proposé de remonter une voiture avec eux depuis le Portugal jusqu'à Paris, j'ai su que j'allais le faire, ouvrir cette brèche, m'y engouffrer, regarder ma grand-mère et lui dire dans les yeux « Betsy ». Lorsque j'y pense, lorsque je pense à la cascade de mots bafouillés qu'il me faudra prononcer pour y arriver, je sens mon ventre se serrer. Comment basculer du silence au son d'un prénom plombé de secrets ? Autrement dit, quelle est la meilleure manière de lâcher une bombe ? Par la suite, les choses deviendront plus aisées. Les membres de ma famille viendront me trouver, l'air curieux, l'air soupçonneux. Alors, il paraît que tu fais des recherches sur Betsy. Ils ne diront jamais sur maman, sur ma grand-mère, sur ma sœur. Ils diront toujours sur Betsy. Mais pour l'instant, Betsy est un nom qui ne se prononce pas. Je sais qu'à l'instant où j'aurai tiré ce nom du silence, avec ce geste sec du scaphandrier tirant sur le câble qui le relie à la surface lorsqu'il en vient à manquer d'oxygène, quelque chose sera différent. Une modification imperceptible de la qualité de l'air, quelques difficultés à respirer, contagieuses, une brusque nausée, une tension de tous les muscles, une soudaine immobilité des corps, suspendus à ce nom. Quel chemin emprunter ? Je choisis le détour. Je demande à ma grand-mère qui s'est occupé d'elle quand elle était enfant. Elle me répond que ses grands-parents maternels se sont occupés d'elle les premières années pendant la guerre, puis de ses 5 frères et sœurs, alors qu'ils avaient déjà élevé 11 enfants. Louis et Louise, c'était leur nom, habitaient une grande maison de la rue de la République à Saint-Germain-en-Laye. Par la suite, son père, André, s'était installé rue d'Alsace, puis rue des Ursulines. Ils avaient eu une maison à eux. Là-bas, il y avait eu Madame Adingue, la gouvernante, et des tantes qui se succédaient. Elle ajoute « Je n'ai manqué de rien ». Je bifurque. Je dis « Betsy, non, air, respiration, nausée, suspension, ta mère, elle n'était pas là ?» Silence. Ma grand-mère dit sans se retourner « Je t'ai vu venir ». Non, ma mère n'était pas là. Ma mère était malade. Elle était suivie dans une clinique privée à Versailles par un médecin dont j'ai oublié le nom. Bonsoir à toutes, à tous. Bienvenue ici à la Maison de la Poésie. Bonsoir Adèle Lyon. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci aussi pour cette première lecture qui nous a permis de nous immerger dans votre texte, dans ce livre. Mon vrai nom est Elisabeth, qui a paru tout début février aux éditions du Sous-Sol et que nous allons d'une certaine manière traverser ce soir. Avant d'oublier, je vous signale que Adèle se prêtera au jeu de la dédicace au sortir de cette séance dans le hall de la Maison de la Poésie où le livre est en vente. Alors, Adèle, vous avez un parcours à la fois classique et atypique. Classique pour l'étudiante brillante que vous avez été. Vous êtes passée par les classes préparatoires littéraires, avez intégré l'école normale supérieure et avez soutenu votre thèse avec brio au mois de décembre dernier. Cette thèse, eh bien, c'est ce livre. Et il y a là déjà quelque chose d'étonnant dans la mesure où il est assez rare qu'une thèse soit publiée tout de suite après sa soutenance. Il me semble que cela tient à la forme très originale de votre texte et à ce que j'appellerais son efficacité narrative, mais nous allons avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Autre élément remarquable, votre travail s'inscrit dans le cadre du laboratoire de recherche SACRE. C'est un programme unique qui mêle l'approche historique à la réflexion sur la démarche et la création artistique. Alors nous pourrions nous en tenir là, saluer le très beau succès que votre livre reçoit depuis sa parution, mais vous avez aussi une autre activité puisque vous exercez par ailleurs comme chef de cuisine. Ça, nous n'aurons pas l'occasion d'en reparler ce soir, mais je vous laisse dévoiler à votre public nombreux l'adresse où ils peuvent goûter vos spécialités. Alors, concentrons-nous sur l'objet qui nous réunit ce soir, à savoir donc ce livre à la forme aussi originale que votre parcours.
Je vais en dire quelques mots. Mon vrai nom est Elisabeth. C'est une enquête dont le point de départ est un secret de famille, enfin, du moins un silence familial autour de la figure de votre arrière-grand-mère paternelle, diagnostiquée schizophrène, qui a reçu des traitements très violents pour tâcher de remédier à ses troubles, et dont le fantôme rôde sur toutes les générations suivantes. Ce livre nous conduit à la fois sur le destin de cette femme, donne à lire une enquête approfondie sur l'acte de lobotomie, pour le nommer, et dénonce en filigrane des formes de domination, aussi bien médicales que patriarcales. Et vous vous mettez aussi en jeu en utilisant la première personne du singulier. Alors voilà, ma première question, Adèle, c'est comment tout cela a-t-il commencé ? À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez consacrer plusieurs années, parce que je ne doute pas que vous saviez que ce chemin serait long, donc plusieurs années à cet aïeul et son triste destin. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de l'ordre de la nécessité ou même un devoir ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Colombe Bonsen et merci de me recevoir à la Maison de la Poésie. Alors, pour répondre à votre question, tout ça a commencé d'abord pour des raisons intimes, des raisons personnelles. Au départ, j'avais pas vraiment de curiosité pour l'histoire d'Elisabeth. On est en décembre 2020. Je suis dans une situation personnelle compliquée. Je vis une relation amoureuse dysfonctionnelle qui m'humilie constamment et qui ne me ressemble pas du tout. Et en fait, je perds pied. Et c'est à ce moment-là que je me mets à penser à Betty, qui est donc mon arrière-grand-mère. Et j'avais déjà pensé à elle par le passé. C'était pas la première fois. J'y avais pensé quand j'étais ado. Folle, schizophrène, tempérament fragile, mauvais gène. En gros, c'est ça les mots qui circulaient sur elle dans ma famille. Et donc, à ce moment-là, en décembre 2020, j'ai l'impression que quelque chose se rejoue à travers moi, quelque chose que je ne maîtrise pas et qui a à voir avec Betty. J'ai cette intuition forte. Alors, je décide d'enquêter sur ce qui est véritablement arrivé à cette femme. Donc, à partir de là, en chercheuse, puisque c'est ce que je suis initialement, j'entreprends de recomposer la vie de cette femme à partir des traces qu'elle a laissées dans le présent, 35 ans donc après sa mort. Les traces, je veux dire les souvenirs de ceux qui l'ont connue, les rares documents qui subsistent dans les archives institutionnelles et familiales. Et en fait, c'est là que l'enquête commence véritablement parce que je me passionne pour l'histoire de Betty et que je souffre avec elle au fur et à mesure que je la découvre. Il ne s'agit plus seulement d'avoir peur pour ma propre santé mentale. Cette femme a vécu, elle a été bousillée, elle a été effacée. Et donc, moi, j'ai l'impression que je dois lui rendre une place, que je dois lui rendre un nom, une vie, en quelque sorte. Alors, je me mets à inscrire toutes ces traces, les souvenirs, les archives, sur le papier. Et puis, chaque mot que je réécris scrupuleusement, que je recopie, participe d'une sorte de rituel qui aurait le pouvoir de la faire enfin exister. Et puis, le troisième moment important que je voudrais mentionner dans la genèse de Mon vrai nom est Elisabeth, c'est la mort de Jean-Louis. Jean-Louis, c'est le 4e enfant d'Elisabeth, c'est mon grand-oncle, donc. Et il a sauté du 7e étage en laissant derrière lui une photo de sa mère. Cette mort, elle advient en janvier 2023. Et à ce moment-là, mon enquête, elle avait déjà commencé. Mais l'écriture, pas vraiment. Et donc, cette mort, c'est l'ouverture du livre, mais c'est aussi le début de l'écriture. D'une part, parce qu'elle m'impose quelque chose. Tout à coup, nous éclate à la figure, à nous, les membres de la famille, que nous ne pouvons pas faire semblant que cette histoire n'a pas eu de conséquences sur les générations ultérieures. Et d'autre part, parce que c'est à la suite de cette mort, et seulement à la suite de cette mort, que je me mets à parler directement aux enfants d'André et Elisabeth. C'est-à-dire que c'est à la suite de cette mort que j'ose faire le pas de les solliciter pour en parler. Parce qu'il faut quand même comprendre que
étant donné le silence qui entourait l'histoire de Betsy, hormis ma grand-mère avec laquelle j'étais à l'aise, j'osais pas aller ouvrir cette porte-là du côté de mes grands-oncles et de mes grandes-tantes. Et donc, c'est précisément cette mort qui me convainc de la nécessité absolue de le faire. Donc, le travail d'écriture, il commence véritablement avec la mort de Jean-Louis, parce que c'est là que je comprends que ce qui se joue dans cette enquête, ce n'est pas seulement ma crainte de lui ressembler, c'est une histoire familiale et même, je vais le découvrir plus tard, une histoire collective. Donc les morceaux d'enquête épars, la quête chaotique devaient devenir récit, devaient devenir narration pour que d'autres mythes puissent remplacer les anciens et que plus personne dans les générations ultérieures et dans d'autres familles que la mienne, en tout cas je l'espère, n'ait à en mourir. Votre livre se caractérise par une hybridité formelle forte entre enquête familiale, récit à la première personne, road trip, essai, entretien, archives, j'en passe. Pourquoi et comment avez-vous tissé ensemble tous ces matériaux? Et puis, par ailleurs, pourquoi vous désignez sans cesse ce livre, ce texte comme un roman? C'est la forme qui m'a trouvée plutôt que moi qui ai trouvé la forme. J'ai commencé cette enquête en décembre 2020, je le disais, et le livre, je l'ai achevé en novembre 2024. Donc, en fait, c'est un travail de 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai accumulé énormément de matière, des documents, mais aussi des entretiens avec des professionnels du secteur psychiatrique, avec des médecins, avec des membres de ma famille. En fait, au bout d'un moment, le vrai enjeu, c'est de réussir à dire stop. Il faut mettre des limites, parce que autrement, une enquête comme celle-là, elle n'a pas de fin. Chaque nouvel événement va emmener une autre histoire, une autre piste. Ça devient complètement obsessionnel. J'ai interrogé des gens qui étaient des cousins au 4e degré de mon arrière-grand-mère, donc vous imaginez quand même où ça nous mène. En fait, il y a eu 2 problèmes distincts. D'abord, réussir à mettre un terme à l'enquête, réussir à se dire allez, ça suffit, ce que je veux raconter est là, j'ai pas besoin d'ajouter de nouvelles données, je m'arrête là. Et ensuite, réussir à organiser cette masse de données accumulées. Donc, j'ai toujours tenu par ailleurs à ce que des matériaux bruts comme des archives ou des entretiens retranscrits apparaissent dans mon vrai nom est Elisabeth. D'ailleurs, la première version du texte, c'était juste un montage de documents et d'entretiens réécrits dans la continuité de la littérature de voix. Vous voyez, comme chez Sophie Divry, Jean Hatzfeldt, Svetlana Alexievitch. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir la nécessité d'une narratrice parce que je ne pouvais pas laisser de côté la dimension personnelle et en même temps, je crois, très collective dans laquelle s'ancre ce texte, qui est cette angoisse, cette inquiétude qui accompagne la transition de jeune fille à femme et qu'on est beaucoup à ressentir, je crois. À ce moment-là, je me suis donc retrouvée avec 3 fils distincts. Il fallait que je réussisse à les tisser ensemble. Il y avait la voix de la narratrice, c'est-à-dire le récit d'enquête, les documents d'archives, les lettres, les documents médicaux, et puis les entretiens. Et vraiment, j'ai tout essayé pour réussir à nouer ces 3 fils. Supprimer l'un, supprimer l'autre, faire des découpages thématiques, des découpages chronologiques. J'ai passé 1 an juste à réorganiser cette matière, à tester des possibilités distinctes, à faire des schémas, des tableaux. Enfin, je fabriquais des murs d'images dans quasiment tous les endroits où je séjournais. Donc, pour vous la faire courte, je me sentais comme une espèce d'enquêteuse folle, complètement hors de ses gonds. Enfin, vous voyez, genre Sherlock Holmes, mais qui n'arriverait jamais à ses fins. Et je ne trouvais pas. Et puis, j'ai eu une sorte de révélation.
qui a été de me servir de la biographie d'Elisabeth, qui après tout était au départ ce que je cherchais à connaître, comme d'une colonne vertébrale pour organiser toute la matière. La biographie d'Elisabeth, les dates, les lieux de son existence m'étaient parvenus à travers les archives. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est à retranscrire tous ces documents, la correspondance, les fiches médicales, les papiers médicaux. D'ailleurs, je trouve que c'est une forme intéressante d'écriture, la copie, parce qu'on n'est plus que l'outil par lequel se dit ou s'écrit la parole de quelqu'un d'autre. On se sent un peu comme un corps habité, un corps marionnette, et en même temps, on finit par se confondre avec la plume qu'on emprunte, celle d'Elisabeth, celle d'André, celle de l'institution médicale. Comme si on interprétait à soi seul tous les rôles d'une pièce de théâtre. Donc, j'ai recopié tous ces documents et puis je les ai organisés de manière chronologique. C'était un peu comme le squelette de papier d'Elisabeth. Et autour de cette ossature, j'ai tissé les deux autres fils. Ma voix, donc, qui raconte mon enquête, mais qui, elle aussi, suit toujours la chronologie de la vie de Betsy, comme si je découvrais dans le bon ordre toutes les étapes de son existence depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et les entretiens qui, eux, ne sont pas du tout chronologiques et qui sont toujours en fait des en dehors du récit, des en dehors de la narration, qui la prolongent, qui l'interrompent parfois, qui l'interrogent, enfin qui l'emmènent ailleurs. Ce sont des moments de suspension narrative où je demande en fait au lecteur de regarder le problème d'une autre manière, depuis un autre angle. Et c'est le montage de ces trois fils qui produit la construction de Mon vrai nom est Elisabeth. Et comme je les ai vraiment écrits isolément avant de les monter ensemble, en retravaillant les coutures, bien sûr, il y a des effets de répétition, d'anticipation. Chaque fil mène un peu sa vie propre. Et le hasard de leur rencontre produit des échos ou des effets inattendus. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Redécouvrir toute cette matière dans un montage final qui crée des effets de sens involontaires. Comme si le texte, par son montage, produisait sa propre analyse, son propre commentaire. C'est cette expérience formelle, plus que la fiction, qui est en fait complètement absente du texte, que je nomme roman. Et en même temps, comme je le disais en introduction, ce livre, c'est aussi votre thèse. Est-ce que vous pourriez justement revenir sur la part scientifique de ce travail qui apporte notamment des connaissances sur l'histoire de la lobotomie, opération dont votre arrière-grand-mère a été victime en 1950 ? Il y a une partie de mon livre qui est assez proche de l'essai et qui est le fruit d'un travail de recherche scientifique et historique. De ce point de vue, ce que j'ai cherché à faire dans Mon vrai nom est Elisabeth, c'est de déconstruire l'idée assez répandue, notamment dans ma famille, qui consiste à dire que les médecins pensaient vraiment guérir la cause de la maladie mentale en sectionnant une partie du cerveau. Et c'est précisément cet argument qui légitime l'explication génétique de la maladie mentale. Donc, si c'est quelque part, alors ça vient du corps, et donc ça peut se transmettre par le sang. Mais en réalité, ce que j'ai découvert, c'est que les chirurgiens de l'époque, donc Walter Freeman aux États-Unis et Marcel David en France, celui qui a opéré mon arrière-grand-mère, n'avaient pas du tout cette conviction que la maladie mentale était localisée quelque part dans le cerveau et que la lobotomie permettait de l'en retirer. Ils avaient simplement compris qu'intervenir sur le lobe frontal permettait de dissocier la malade de ses émotions et donc de limiter les émotions négatives que l'on associe à la maladie mentale, c'est-à-dire l'angoisse, la colère, les idées fixes, etc. Et la question n'est pas « est-ce que la lobotomie guérit ?» La question n'est pas non plus réellement « est-ce que les symptômes ont disparu ?» La question, en fait, est « est-ce que la lobotomie permet de limiter le préjudice que le comportement de la malade porte à son entourage. » Ainsi,
à la suite d'une lobotomie, une patiente sera déclarée guérie en fonction de sa seule capacité à évoluer dans un milieu sans en troubler l'ordre. Une patiente considérablement apathique, mais qui n'adopte plus le comportement pour lequel elle a dû être internée en premier lieu, est une patiente guérie. Il s'agit de fabriquer des femmes marionnettes, des enveloppes de chair sans personnalité, empêchées d'être elles-mêmes. Oui, tout à fait. Des enveloppes empêchées, des zombies, des fantômes. J'ai prononcé ce terme au début et c'était tout à fait volontaire puisque votre roman s'articule autour d'un motif singulier qui lui est lié, celui que vous nommez le double fantôme. Alors vous faites remonter l'origine de ce motif à un film de 1940, Rebecca, qui est le premier film américain d'Alfred Hitchcock. Adèle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est le double fantôme ? Alors, le double fantôme, c'est quand un personnage féminin, qui est le personnage principal, est hanté par un autre personnage féminin auquel il doit se confronter pour grandir. On pourrait penser que j'ai découvert ce motif en menant mon enquête, mais ça s'est passé complètement dans l'autre sens. Avant de m'intéresser à l'histoire d'Elisabeth, j'avais commencé à donner des cours de cinéma à des élèves de licence et au départ, sagement, je suivais la chronologie, essayant de leur enseigner les étapes saillantes de l'histoire du cinéma, et c'était sans doute un peu barbant et beaucoup trop détaillé. Et puis, un jour, j'ai vu Rebecca. Le film d'Hitchcock de 1940, comme l'ouvrage de Daphné du Maurier dont il est adapté, s'appuie sur une structure narrative très proche de celle de Jane Eyre, le roman de Charlotte Brontë. Et le personnage principal, une jeune fille sans personnalité dont on ne connaîtra jamais le nom, épouse un veuf dont la femme vient de mourir dans des conditions mystérieuses. Elle s'appelle Rebecca. Et tout dans le château de Manderley où elle s'installe avec son mari lui fait sentir la présence de cette précédente épouse. Le flottement des tentures, l'ombre des vitraux, le papier à lettres gravé des initiales RW. Mais Rebecca, elle, on ne la voit jamais. Et parce qu'on ne la voit jamais, elle peut devenir tout ce qu'en rêve ou en cauchemar on craint de devenir. La nouvelle Mrs. de Winter se met à nourrir pour elle une véritable fascination, tout autant qu'elle en craint le fantôme. Et pour cesser d'être une enfant, pour devenir une femme, elle se prend à essayer de lui ressembler. Et un jour, la nouvelle Mrs. de Winter décide d'organiser une grande fête costumée pour se montrer à la hauteur de Rebecca. Et inspirée par le portrait d'une aïeule accroché en haut du grand escalier, est-ce là que Rebecca se cache, conseillée par une gouvernante mal intentionnée, elle se fait confectionner sur mesure une robe semblable à celle du tableau. Le jour de la fête arrive. Tous les invités sont réunis en bas de l'escalier. La jeune femme, somptueuse, les joues roses d'excitation, descend en tenant sa robe d'une main. Son mari lui tourne le dos. Elle sourit. Mais quand il se retourne, la surprise laisse aussitôt place à la fureur. Il envoie sa femme se changer. La soirée est gâchée. La nouvelle Mrs. de Winter a commis une erreur. Elle porte le même déguisement que Rebecca 1 an plus tôt. Bientôt, la narratrice comprend que Rebecca est la femme à qui il ne faut surtout pas ressembler. Dans Jane Eyre, comme dans Rebecca, le double fantôme obéit à la même fonction. Il est l'antimodèle face auquel le personnage principal doit se construire pour devenir une bonne épouse et une future mère. La féminité sauvage est rejetée au grenier tandis que naît
la femme de salon. Dans les deux cas, le château brûle avec la sorcière qui l'héberge. C'est un happy end pour le couple enfin unifié. Rapidement, ce motif est devenu l'horizon de tout mon cours d'histoire du cinéma. Son corps, son squelette. Je me suis mise à voir des doubles fantômes partout. D'ailleurs, vous vous demandez sans doute qui vous parle. Enfin, il y a peut-être des personnes ici qui ne m'ont jamais vue et pour qui Adèle, jusqu'à cet instant où je m'apprête à vous dire que je ne suis pas la personne qui vous parle, était la personne qui vous parle. Disons que je suis bien la personne qui vous parle, que je suis bien en train de dire ces mots au moment où vous les entendez, là, dans les coulisses, derrière les rideaux. Peut-être que vous, d'ailleurs, au balcon, étiez dérangé par un chuchotement non identifié dont vous découvrez à présent l'origine, mais que ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas non plus mon timbre de voix, ni ma manière de me déplacer dans l'espace, et pas non plus l'expression de mon visage lorsque je vous regarde. La personne que vous avez devant vous, elle s'appelle Liora. J'ai temporairement décidé d'emprunter le corps de Liora. Merci, Liora. Betsy adorait la piscine, elle adorait nager. Et elle ne voulait pas nager avec 50 personnes autour d'elle, parce qu'on foutait le bordel, il y avait des seaux, des trucs et tout. Donc on lui ouvrait la piscine le matin, et elle faisait son fameux plongeon dans son maillot de bain des 50, qui descendait mi-cuisse à fleurs, et à bretelles croisées dans le dos, et un bonnet de bain bleu pâle, ou gris, ou vert pâle sur le crâne, où elle n'avait plus beaucoup de cheveux, et des cicatrices sur la tête. Et elle faisait quand même un saut du plongeon. Hein. J'ai souvenir qu'elle sautait du plongeon. Un saut ou un plongeon ? Un saut. J'ai souvenir d'un saut façon grenouille. Et hop, jusqu'au bout, aller-retour et tout. Et nous, on était morts de rire. Et ensuite, après, il y a eu le surnom de la machine qui nettoie la piscine qu'on appelle la grand-mère. Pour moi, c'est parce qu'elle nageait avec les quatre pattes et c'était pas du tout une grande nageuse. Hein. Elle nageait, c'était très curieux sa nage. Au départ, grand-mère, c'était une machine avec 4 tentacules qui soufflaient de l'eau, ce qui permettait, en fait, la grand-mère, c'était pas complètement un aspirateur au départ, c'était un truc qui remontait les feuilles ou les saletés qui étaient au fond de l'eau et qui, en remontant, ensuite, s'était pris dans les skimmers. Et ça rentrait dans le filtre de la piscine, etc. Donc la grand-mère, c'était un espèce de un truc tentaculaire qui se baladait au fond de la piscine, etc. Et on sortait la grand-mère pour se baigner. Donc finalement, c'était un peu une grand-mère seule, avec des 4 tentacules dans la piscine. Je pense que ça vient de là. Je voudrais vous raconter une anecdote. Un jour, il y a quelques mois, j'avais déjà fini mon enquête, je fais tomber mon téléphone portable, la coque se sépare du téléphone et il y a un petit carré blanc qui en sort. Je me baisse, je le ramasse, je le retourne et c'est une photographie d'identité. Et cette photographie d'identité, c'est comme si je la voyais pour la première fois. Pourtant, c'était pas possible, il fallait bien que je l'ai déjà vue, puisque quelqu'un l'avait forcément mise dans mon téléphone portable, et puis plus tard, j'ai même retrouvé une photo de cette photo que j'avais prise en 2021. Mais pourtant, non, cette photographie, c'est comme si je l'avais jamais vue. En fait, tant que je savais pas, il m'était impossible de la voir. Mon vrai nom est Elisabeth, ma thèse est le récit de ce qu'il m'a fallu apprendre pour voir cette image. Je vous propose que nous fassions cet exercice ensemble. Voilà. Si vous la regardez, là, comme ça, qu'est-ce que vous voyez ? Bon, sans doute pas grand-chose, vous êtes peut-être un peu loin, mais peut-être qu'en plissant les yeux, vous voyez une femme d'un certain âge, un fond vert, pas grand-chose de plus. Je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Cette femme, c'est mon arrière-grand-mère. Elle s'appelle Elisabeth.
Elle est née en 1916 et elle est décédée à la fin des années 80, au début des années 90. Personne ne savait exactement quand. Cette femme, Elisabeth, j'ai mené sur elle une enquête pendant 4 ans. Dans ma famille, on ne parlait pas d'Elisabeth. D'ailleurs, on l'appelait pas Elisabeth, mais on l'appelait Betsy. Cette photographie même est une anomalie. Il n'existe pas de photos d'Elisabeth, et puis s'il en existe, ce sont des photos d'elle enfant ou très jeune fille. Moi, avant de commencer cette enquête, je ne savais rien d'elle, à part les quelques souvenirs que m'avait raconté mon père. C'était des souvenirs d'enfance qui se passaient l'été dans la propriété de vacances familiales en Bretagne. C'est ceux que vous avez entendus au tout début avec la vidéo de la piscine. Donc, en gros, je savais rien. À part une chose que j'avais comprise mais qu'on m'avait pas vraiment dit, c'est que Elisabeth avait une maladie mentale, enfin qu'elle était schizophrène. C'était pas très clair, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire que la schizophrénie, et comme on n'en parlait pas, la conséquence c'est que cette information m'effrayait beaucoup. Il y a un tempérament fragile dans la famille, c'était un bruit de couloir, c'est une rumeur que j'avais entendue. Et du coup, il fallait faire attention, il fallait ne pas avoir de comportement à risque, ne pas prendre de drogue, aimer des hommes gentils, puisque le mauvais gène, il pouvait ressortir à n'importe quel moment. Voilà, ça, c'est à peu près tout ce que je savais avant de commencer cette enquête. Et puis ensuite, il y a tout ce que je découvre au fur et à mesure de mon travail, ce que je savais pas, et c'est donc ce qu'il me manque pour être capable de voir cette image au moment où je l'ai trouvée, probablement en 2021. Ce que je savais pas, par exemple, c'est que le mariage d'Elisabeth avec mon arrière-grand-père André, qui lui est mort en 2011, quand j'avais 17 ans et que j'ai donc très bien connu, je ne savais pas que ce mariage avait failli ne pas avoir lieu. En juin 1940, André, qui était au front, a été blessé par un éclat d'obus et il est parti rejoindre sa famille pour se reposer, qui était chez des amis dans leur château en Dordogne. Lorsque Elisabeth a appris qu'André était là-bas, elle est accourue pour le rejoindre, pour se marier. Et la veille du mariage, Elisabeth a oublié le fer à repasser sur sa robe de mariée et elle a mis le feu au château. Tout le château a brûlé, il n'en est rien resté. Le mariage a eu lieu quand même, quelques jours plus tard, il a été déplacé et il a eu lieu dans les communs. Ce que je savais pas non plus, c'est que sur les 6 enfants qu'a eu Elisabeth, 4 étaient nés alors que son parcours psychiatrique était déjà commencé, parce que les médecins disaient que la grossesse lui faisait du bien. Je savais pas non plus qu'après chacun de ces accouchements, Elisabeth avait fait une dépression postpartum et qu'elle avait eu 6 enfants en 7 ans. Je ne savais pas non plus que ce qu'on entendait par schizophrénie à l'époque, ça pouvait être des choses comme attitude mal adaptée, autoritarisme morbide, troubles du comportement et incapacité à une vie sociale normale. Prédominance de troubles thymiques avec intolérance aux contraintes sociales, familiales ou autres. Refus d'appréciation objective des situations. Je savais que cette femme avait subi une lobotomie. Ça, je le savais. Mais ce que je savais pas vraiment, c'est ce que ça voulait dire que la lobotomie. Pour moi, c'était quelque chose un peu comme des électrochocs, donc quelque chose de très violent, mais d'une certaine manière réversible, et donc dont on pouvait se remettre. Je savais pas que la lobotomie, ça désignait une opération chirurgicale consistant à séparer l'avant de l'arrière du cerveau pour limiter toutes les réactions négatives associées à la maladie mentale, c'est-à-dire l'angoisse, les idées fixes ou la violence. Je savais pas que la lobotomie, ça rendait complètement premier degré, dans la colère comme dans la joie, et sans imagination. Une sorte de corps vide, manipulable et au présent. Je savais pas que la lobotomie avait été pratiquée en majorité sur des femmes. Et je savais pas non plus qu'elle se pratiquait à 2, 4 mains de chirurgiens qui percent un trou de chaque côté du crâne pour pouvoir y insérer le scalpel. Je savais donc pas que la lobotomie, elle laissait des cicatrices profondes, comme une phalange, au niveau des tempes. Ce que je savais encore moins, c'est que mon arrière-grand-père André, lui, cet homme que tout le monde célébrait dans la famille, qui avait fait la guerre, la deuxième, qui avait été blessé par un éclat d'obus, je savais pas qu'il avait joué un rôle de premier plan dans cette lobotomie. Un jour, j'étais à la bibliothèque de médecine à Paris, j'étais en train de faire des recherches sur la lobotomie, et je trouve une thèse qui datait de 1951, qui était écrite par un certain André Béjot, et qui s'appelait « Essai sur la place de la lobotomie dans le drame familial ». Je l'ouvre et en fait, la première observation de cas sur laquelle je tombe,
il s'avère que c'est Elisabeth. Tous les détails biographiques correspondent et je retrouve dedans tout son parcours médical que je connaissais pas et puis surtout l'information suivante. Les colères à l'égard du mari deviennent de plus en plus fréquentes, motivant de brefs séjours en clinique. C'est alors que la famille insiste tout particulièrement pour une intervention neurochirurgicale. Le père et le mari insistent pour une lobotomie. Le docteur Puech refuse d'intervenir. En janvier 1950, le problème de la lobotomie est à nouveau posé. Les docteurs David et Ekan se décident à pratiquer l'intervention. Donc la décision de lobotomie avait été prise par les hommes de la famille contre avis médical. Et de manière plus générale, je ne savais pas non plus que mon arrière-grand-père, si parfait, que tout le monde aimait, était le genre d'homme capable d'écrire à sa fiancée, dans leur correspondance. « Sans doute vous êtes libre, mais jusqu'à un certain point seulement, car je suis votre chef. La Providence m'a institué tel. » Je savais qu'Elisabeth avait passé un moment à l'asile, mais je ne savais pas que ce moment avait duré 17 ans, et puis que l'asile psychiatrique se trouvait en pleine Beauce, très loin de sa famille, à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. Je suis allée à Fleury-les-Aubrais, et j'ai rencontré des infirmiers qui y avaient travaillé. Eux, ils m'ont raconté les cafards qui sortent des plaintes et des placards, les poireaux qu'on lave dans la même baignoire d'eau froide que celle dans laquelle on enferme les fous pour qu'ils se calment, à force de crier. Ils m'ont raconté aussi les soupes que faisait une bonne sœur un peu plus bienveillante que les autres aux patientes de son pavillon. Elle y mettait les papiers de beurre que les malades avaient léchés au petit déjeuner pour mettre un peu de gras dans la soupe. Ils m'ont raconté aussi les malades qu'on lave au Karcher, ceux qu'on lève par les cheveux et la nourriture qui est mixée matin, midi et soir. Et surtout, ce que je savais pas et que j'ai découvert pendant mon enquête, c'est que comme mes doubles fantômes de cinéma, toutes les femmes de ma famille, à l'âge qui était le mien au moment où j'ai mené ce travail, avaient posé des questions sur Elisabeth. Ce que je savais pas, c'est que Elisabeth était brandie comme un modèle à ne pas suivre pour effrayer les jeunes filles en fleurs, leur indiquer le droit chemin, les activités à proscrire, les lieux autorisés de leurs imaginaires. Samedi 27 juillet 1940, en Bazac, 9h30. André chéri, vous avez dû trouver mes dernières lettres bien combatives, bien fatigantes. Vous vous êtes peut-être dit, mais ce n'est plus la Betsy qui m'écrivait lorsqu'elle envoyait des lettres sans la certitude que je les recevrais un jour. Eh bien si, je suis toujours la même. Seulement, avant, je cherchais seulement à me donner à vous à fond, à me faire connaître. Aujourd'hui, je veux aussi vous demander beaucoup de choses. C'est du reste la seule façon que vous me connaissiez bien, car je vous demanderai toujours beaucoup de choses. Et cela parce que je vous aime, que je vous veux du bien, et que je veux que vous me rendiez très heureuse. Nous n'avons pas passé notre enfance ensemble. Nous n'avons jamais joué ensemble. Nous n'avons été que fiancés ensemble. Et ce n'est presque rien. Je vous demande, malgré cela, de me considérer comme une amie. Plus qu'une amie si vous le voulez, mais pas moins. Cela veut dire que je ne serai pas très heureuse si vous me mettez dans une petite case à part. Je suis fort exigeante, et comme je ne tiens pas seulement de l'ange, mais aussi de la bête, je voudrais que vous me mettiez dans le plus grand nombre possible de vos cases humaines. Ce n'est pas tout. Pour me rendre heureuse, je vous demande aussi de considérer mon tempérament. Le tempérament, c'est un tout que l'on ne peut modifier sans se tuer physiquement et moralement. Pour cela, je suis obligée de vous demander de me considérer comme je suis. Comme une personne qui a besoin de beaucoup d'air, physiquement et moralement. Je ne peux pas vivre en vase clos. Je n'ai malheureusement rien de la jeune fille douce et suave. Je vous obéirai toujours, mais j'ai besoin de beaucoup de liberté,
plus que la plupart des jeunes filles. Si j'use mal de cette liberté, vous aurez à me le faire remarquer. Mon idéal est d'ailleurs de vous parler de tout ce que je fais, de tout ce que je pense. Mais je sais que cet idéal est irréalisable. Betsy. L'avenir de la Dordogne, 21 août 1940. Un château détruit par le feu. Le vendredi soir, 16 août, le château du Valadou, commune de Bonneville, a été la proie des flammes. Le feu s'est déclaré vers 19h. Les secours ont été tout de suite organisés par la troupe cantonnée dans les parages et par la compagnie des sapeurs-pompiers de Sainte-Foy-la-Grande. Mais l'eau n'était pas assez abondante, et malgré le dévouement des sauveteurs, à 22h, ce beau château n'était plus qu'un monceau de décombres, avec la magnifique collection de meubles coloniaux qu'il contenait. Il appartenait à la famille Orsini. On croit que le feu s'est déclaré par suite de la distraction d'une femme de chambre qui aurait laissé un fer à repasser branché sur le courant électrique. Alors moi, personnellement, ce qui me terrorisait, c'est mes oncles et tantes en disant que j'étais le portrait craché de maman, mais tu sais, ta maman est belle, intelligente, t'as ta chance de lui ressembler, etc. Et j'avais peur de devenir malade, tu vois ce que je veux dire. Il y a une personne qui va tomber malade, mais on a décidé que ça allait être moi qui allait devenir malade. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à quel âge que tu t'es inquiétée de ça? Je sais pas, par exemple, quand moi je suis devenir femme, j'ai bloqué mes règles, j'ai eu mes règles très tard, je voulais pas devenir une femme, tu vois. Psychologiquement, j'ai bloqué mes règles. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, quand tu regardes l'histoire de Betsy, ça lui est arrivé quand même beaucoup plus tard. Ben, je crois qu'il y avait des signes avant-coureurs quand même, probablement. Maman très, très, très brillante, très surexcitée, trop, tu vois ce que je veux dire? Ben, je sais pas. Je sais que donc son amie de classe, sa meilleure amie, elle m'a dit qu'elle était brillantissime, elle était... vraiment, elle était vraiment... voilà, c'était tout le monde... C'était le phare, si tu veux. Mais être brillantissime et avoir une maladie mentale, c'est pas du tout Non, pareil. mais très... Comment te dirais-je? Très exubérant, très sûr de ses positions, très tout ça, tu vois. Mais est-ce que ça fait d'elle une folle? Et je sais très bien qu'à un moment, moi, je lisais pas mal de bouquins, je m'intéressais pas mal à la psycho. Papa m'a dit... Essaye d'avoir la vie la plus normale possible, de pas lire d'auteurs dangereux, Papa voulait qu'on se normalise le plus possible, tu vois ce que je veux dire? Les archives, comme les histoires que l'on se raconte pour grandir, sont des paravents. Elles dispensent une réalité codée, fractionnée par les plis de l'objet, en grande majorité recouverte, et dont nous ne voyons que le haut, le bas et les interstices. Lorsque j'ai commencé cette enquête, je croyais chercher dans les archives, je ne dirais pas la vérité, je n'ai pas cette innocence, mais du moins un certain nombre de faits qui, mis dans le bon ordre, auraient fourni une version partiale, mais représentative de l'histoire de Betsy. Si j'avais besoin des archives, c'est que j'avais la vague conscience que les voix des membres de ma famille mentaient, ou plutôt, mentir n'est peut-être pas le mot, qu'elles ne pouvaient pas, comme le dit ma grand-mère, dire plus que ce qu'elle pouvait dire. En l'occurrence, presque rien, hormis les quelques phrases rituelles qui leur ont permis de grandir. On n'en parlait pas, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Je n'en veux pas à mon père.
Je pensais me sauver de l'aveuglement familial par la recherche. J'avais cette formation universitaire, j'étais une adepte des bibliothèques et des grimoires, je pouvais parler ce langage-là. Je pensais sauver une part de moi par une autre, penser l'affection par le savoir. J'ai découvert que les documents mentent. Non, mentir n'est pas le mot, qu'ils sont tout aussi partiaux que les individus, voire davantage encore, car le temps ne fait rien d'autre aux documents que de les effacer, alors qu'il rend l'individu plus sévère, et donc plus silencieux, ou plus sensible, et donc plus bavard. Les récits des individus sont étonnamment fragiles. Ils peuvent se maintenir identiques dans le silence pendant 70 ans, puis se modifier sous nos yeux en quelques secondes, comme ces peintures rupestres qui s'évanouissent sur leurs pans de roche sitôt qu'un ray de lumière les touche. Ils sont aussi étonnamment plastiques, bouffis d'images oubliées qu'un nom, un geste, une question peut soudain faire surgir des entrailles de la terre. J'aime la labilité des récits intimes, ces tissus cellulaires constamment rongés que la mémoire se bat pour maintenir à flot, tissant une nouvelle pièce à chaque fois qu'une ancienne disparaît. Il paraît que la nature n'a finalement pas horreur du vide. Je crois que l'esprit, lui, l'a. Mon père raconte que Betsy, lorsqu'elle disait une ineptie à table qui faisait rire la galerie, s'en rendait compte immédiatement et riait avec eux de bon cœur. Moi, j'imagine que dans ses yeux, une petite lueur doutait, une petite voix qui se mettait en marche et lui soufflait. Pourquoi ai-je dit cela ? Qu'est-ce qui m'a fait dire cela ? Par tous les moyens, son cerveau cherchait à reconstituer l'image manquante. Comme les malades d'Alzheimer qui, quand ils ne savent plus, ne savent pas rien, mais savent autre chose. Avez-vous déjà vu cela ? Le regard de la personne qui prononce une phrase dont elle sait qu'elle n'est pas véritablement juste, mais doit impérativement la prononcer quand même. Le regard de celle qui passe son temps à essayer de rattacher ses perceptions au réel. Je dis ça comme si tu étais ma fille. Je suis ta fille. Je sais. On pointe cette tendance chez les fous, mais je sais, moi, que ça ne leur arrive pas seulement à eux. Il y a des récits partout, leurs récits, les miens, les paravents. Ceux que l'on sait être en partie inexacts, au mieux incomplets, mais que l'on exprime quand même, inlassablement, car sans eux, on ne pourrait pas vivre. Un peu comme un cancer. Je sais que je deviens folle, mais je n'y peux rien. Numéro de matricule 1244. Nos récits. Et puis ceux des archives, les cases humaines, les mots immuables des formulaires. Il arrive parfois que les documents ne puissent retenir leurs idées et basculent eux aussi dans l'imaginaire. On me défonce la matrice. Il arrive que les documents soient tellement saturés par les informations qu'ils délivrent que la réalité qu'ils sont supposés empêcher de voir éclate de partout, comme un corps boursouflé derrière son rideau de tulle. Depuis que j'ai la tête fracassée, je ne sais rien faire. J'aime quand les archives perdent les pédales, quand les mots ne rentrent plus dans les cases, quand les registres et les voix s'entremêlent. C'est là qu'ils montrent leur vraie nature, leur polyphonie, leur artifice. Goût de serpent dans la bouche. Qui parle ? J'ai tant écouté les voix des membres de ma famille, j'ai tant lu les lettres et les généalogies, que mon cerveau est devenu comme ces dossiers médicaux des archives psychiatriques, des chambres d'écho dans lesquelles résonnent à 100% tout le temps leurs paroles à eux. Lorsque je parle, ce sont leurs expressions qui sortent de ma bouche. Certains de leurs syntagmes sont pertinents pour tout, des formules sans contenu par lesquelles ils lient leurs phrases les unes aux autres et qui se présentent naturellement à mon esprit, pour un rien. Je m'entends les dire, je me vois les écrire. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être devenu le corps familial, que toutes leurs voix coexistent en moi et me parlent. État de schizophrénie avancée. Syndrome des personnalités multiples, version familiale. Considérés sous un angle intime, les documents d'archives sont d'une cruauté inouïe, des lacunes organisées, des récits qui omettent de dire qu'ils en sont et se parent des habits de la vérité, à grand renfort de tampons et d'entêtes. Voilà, j'ai voulu penser l'appeler par l'enquête et je me suis trouvée doublement en colère, écrasée par leurs voix pleines de silence, écrasée par leurs archives pleines de silence. Que sommes-nous capables de mettre en place pour ne pas voir la souffrance, pour qu'elle ne nous affecte pas ? Quels édifices, quelles institutions pour la tenir à distance ? J'ai cru retrouver Betsy par l'archive, par l'enquête. J'ai ouvert une béance dans laquelle tous leurs récits sont venus s'écrouler les uns après les autres.
Comprendre ne résout rien. Quand la nièce de Betsy m'a dit ces mots, j'ai cru que par comprendre, elle entendait, comme on me l'a toujours appris, reconstituer une chaîne logique d'événements expliquant le passage d'un point A à un point B. Aujourd'hui, je sais que par comprendre, elle voulait dire accroître sa palette affective de l'expérience de l'autre, acquérir la capacité soudaine et foudroyante de se mettre à sa place. L'histoire de Betsy m'a mise hors de moi, intensément et intégralement hors de moi. La colère est arrivée doucement, quelques jours par mois, puis quelques jours par semaine, puis elle s'est installée. La colère est ce que nous avons en partage, nous, les descendants de Betsy, ce qu'elle avait, elle, avant, ce qu'on lui a pris et qui vomit en nous. Est-ce pour me mettre à sa place que je découpe des morceaux de viande dans des carcasses glacées ? Quand je cuisine, est-ce que moi aussi je comble le vide ? Si je crie de toute ma gorge, si je ne reconnais pas l'homme auprès duquel je me lève le matin, si je fuis la maison, la famille, les enfants, est-ce que ça fait de moi une folle ? Si je suis trop, est-ce que ça fait de moi une folle ? Mais même entendu ainsi, c'est vrai, comprendre ne résout rien. Comprendre transforme la souffrance en colère et la colère ne résout rien. Mais la colère a un pouvoir. Elle éventre les paravents. Elle les fait tomber, elle les brise, elle déchire le tissu avec le bois dont ils sont faits. Est-ce qu'on meurt de ne plus croire aux histoires avec lesquelles on s'est construit ? Est-ce que Jean-Louis est mort d'être tombé sur la photographie d'identité qu'il gardait dans sa poche et dont je ne doute plus, aujourd'hui, de laquelle il s'agissait ? Il y a quelques jours, j'ai retrouvé le même petit carré de papier dans la mienne. C'était la photographie de la chambre jaune, et pourtant, c'est comme si je la voyais pour la première fois. Je veux bien croire que la peur tue, que la culpabilité tue, que le silence tue, mais je ne peux pas croire qu'on meurt d'avoir regardé la souffrance en face. Moi, en tout cas, je ne suis pas morte. Et avant que la colère que nul ne m'a prise, ne se retire de ma plage intérieure, avant que la colère, ne laissant derrière elle qu'une vague nausée qui ne me brûlera plus que le fond de la gorge, ne déserte mes rochers, mes algues et mes galets, et que ne demeure plus sur le sable retourné et humide de ma conscience que quelques crabes inertes au corps transparent que des mouettes affamées auront déjà évidé de leur bec, je me mettrai à écrire. Car derrière les paravents, même s'il n'y a plus rien, même si le temps a tant passé qu'il ne reste que des cendres emportées par le vent ou par les flots dans le courant de la Seine, même si les souvenirs sont si anciens que seuls les paravents leur tenaient lieu de réalité, il y aura toujours quelque chose à inventer. Après tout, la pensée a horreur du vide. Marie, c'est dégoûtant. Mais quoi, t'aimes le 85% toi? Je sais pas, je vais goûter. Je veux pas te dégoûter, je veux pas te dégoûter. Il n'y a pas de 85%. Ah, c'est dégoûtant, même pas. Tu peux dire à Marie de s'arrêter pendant un quart d'heure de jouer du piano parce qu'il y a Adèle qui m'interviewe. Il fait un petit entretien sur les choses. Tu te tais. Tu te tais parce que Marie. Parce que. Je sais pas, elle va avoir une question, c'est important. Déjà, tu penses pas comme ça, toi. Marie, dis plein de fois. Alors vas-y, on commence. Je voulais juste que tu me racontes, toi, tes rapports avec Betty, parce que t'étais quand même très proche d'elle. Enfin, t'as été la seule petite fille qui a eu une relation avec elle, en fait. Oui, étonnamment. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Alors, il y avait certainement une forte ressemblance, parce que le portrait d'elle qui est dans le salon de mes parents, je connais pas de personne qui n'ait pas cru que c'était moi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est copier-coller les deux. Si tu mets mon portrait de moi, petite fille, et collé au portrait de Betty, en plus on a la même coiffure, donc je pense qu'il y avait un jeu de ressemblance qui faisait que, voilà, je suis la seule rose de la famille, elle était rose aussi. Je savais qu'elle aimait mettre des disques. C'était une jeune fille qui aimait bien danser dans sa chambre, qui aimait mettre des... Elle avait le matériel pour écouter de la musique et je savais qu'elle avait une certaine sensibilité à la musique. Et donc, ouais, je me suis dit que c'était pas... Ça venait pas forcément nulle part, parce que mes parents écoutaient un peu de musique, mais pas énormément. Donc oui, tu essayes de comprendre un peu pourquoi, toi, la musique, c'est vraiment une nécessité dans ta vie.
de ce que ça vient. Voilà. J'ai souvenir que c'était une jeune fille élégante, qui aimait écouter de la musique et qui déjà jeune allait au sport d'hiver. Enfin, est-ce que je l'ai inventé? Et cette image-là de Betty est assez intacte, ouais. Et en fait, j'ai gardé cette image-là. Pas du tout de ma grand-mère, mais c'était pas une grand-mère parce qu'elle avait pas toute sa tête et qu'elle était restée dans un monde totalement à part. Donc je pense que j'ai construit ce souvenir-là en la maintenant très jeune. Et donc moi je suis arrivée à mes 20 ans avec l'idée que je serais un peu comme ma grand-mère, c'est-à-dire un peu en dehors du monde et dans l'art. Enfin, aimant la musique et la nature. Donc toi, c'était une image positive pour toi, une ressemblance positive. Oui, très positive. Dans le petit truc que j'avais lu jeune, il est indiqué qu'elle aimait à danser, en fait, et qu'elle aimait faire du ski ou marcher. Et moi, j'ai l'idée de quelqu'un qui est quand même en mouvement et qui est gracieux. Le chant, ça reste quand même la grâce du mouvement chanté, du phrasé chanté. Et moi, si j'étais vraiment dans cette association-là, que c'était quelqu'un qui bougeait bien, que c'était gracieux.